Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h, heure du Cameroun. Alors que hier, le ministère de la Santé publique annonçait de nouveaux chiffres sur la pandémie pour ce qui est du Cameroun, 685 cas, 43 guéris, 9 décès, le chef de ce département ministériel au cœur de la stratégie de lutte contre le Covid-19 au Cameroun vient de nommer 2 responsables d'unités de prise en charge hospitalière des cas Covid-19 dans les régions du centre et du littoral. Le professeur Sobgui Eugène aura la charge de coordonner les unités dans le centre, tandis que le professeur Louma Henry Namin s'occupera de la région du littoral, une région où certaines structures d'accueil des patients Covid-19 boudent le choix porté sur elles. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Cédric Nouvelet. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, c'est le fait du jour. Coronavirus, question autour de la prise en charge. Pour en parler, je suis en plateau à Douala avec Eric Pépin-Bikaï. Bonsoir Eric. Bonsoir Serge, bonsoir à l'ensemble de tes milliers de téléspectateurs. Et je profite de cette tribune ce soir pour te rendre hommage par rapport à la lutte que tu mènes pour la sensibilisation de cette maladie. On a également pu découvrir sur tes antennes le fait que tu présentes aux yeux du monde la qualité de nos experts à travers les 4 continents. Là, on le savait, mais on avait de la peine à y coller des visages. Et depuis près de 2 semaines maintenant, il y a un balai de médecins chevronnés, d'ici et d'ailleurs, qui essayent d'occuper cet espace pour présenter un peu au Cameroun les stratégies qu'on peut mettre en œuvre. Vivement que ce travail ne soit pas un travail vain, que les autorités gouvernantes essayer de tendre la pêche à ces enfants-là qui sont de l'autre côté et qui peuvent être d'une utilité dans la lutte contre cette pandémie. C'est également le sens de mon propos ce soir, que le gouvernement essaie aussi d'intégrer l'expertise de ces enfants qui sont de l'autre côté et qui ne veulent que cela pour apporter leur contribution par rapport à la lutte contre cette pandémie que j'ai souvent coutume d'appeler cette guerre biologique. Ok, merci Eric Pépin-Bikaï. En face de vous, Raphaël Ndougou. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos millions de téléspectateurs, bonsoir aux co-panélistes et tous les Camerounais hors de ce pays qui vous suivent. Permettez-moi également, si vous le voulez bien, de dédier cette émission en votre nom certainement à quelqu'un, un aîné, Frédéric Aïssi, qui est décédé à Yaoundé hier, qui était un libre penseur, qui était quelqu'un qui suivait cette émission, au-delà du fait que la quasi-totalité des radios de Yaoundé et les présentateurs des émissions interactives le connaissaient très bien, nous ne pouvons que par la voix de votre émission lui souhaiter un repos à son âme. Et beaucoup plus pour sa femme, Janine Aïssi, qui aujourd'hui est pleurée parce que Frédéric Aïssi était plus qu'un père pour elle. Donc nous souhaitons beaucoup de courage et beaucoup de prières pour cette famille-là. Maintenant, si vous me permettez également, je voudrais dire que chez nous, on s'est quand même tapé sur les doigts lorsque un enfant a dérangé, mais qu'on soit aussi capable de dire merci à un enfant lorsqu'il a fait des commissions. Je prends cette figure de style pour vous féliciter également, parce que depuis que cette pandémie est là, vous n'avez de cesse programmer des émissions avec des spécialistes pour essayer de comprendre, pour essayer d'expliquer. Et je pense qu'il est de bon ton quand nos autorités, il peut arriver souvent que les autorités tapent sur les doigts. Vous vous souvenez, l'actualité il n'y a pas longtemps, où Equinox avait été taxé de, c'est pas médias qui
encouragent, c'est pas les ONG. Mais aujourd'hui, quand il y a la pandémie, lorsqu'il y a la maladie qui est là, et que Equinox également a pris les dispositions pour informer le peuple, pour éduquer le peuple, il est également nécessaire que ces mêmes autorités reconnaissent quand même le travail. Cela veut dire que peut-être on peut bien faire et en même temps on peut mal faire. Il faut donc faire justement cette, j'ai envie de dire, cette différence-là. Il suffit pas de taper sur les mains lorsqu'on a mal fait, peut-être, mais il faut également féliciter lorsque c'est bien fait. Donc vous avez également mes encouragements et une bonne partie, une bonne brochette du peuple camerounais qui regarde cette émission, je vous assure, c'est comme ces derniers temps, les bars sont fermés, vous pouvez donc être rassuré que votre émission est suivie par un bon nombre, sinon tous les Camerounais qui ont le courant et qui ont la télévision en ce moment sont scotchés. Donc les félicitations non seulement à vous, mais à la grande équipe qui vous accompagne et la maison Equinox dont vous servez. Nous vous encourageons et nous souhaitons également que nos autorités puissent vous encourager dans ce sens. Je voulais juste un petit mot à la fin du propos de Raphaël, que la qualité des experts qui interviennent depuis le début de cette pandémie permet notamment d'édifier les populations, de les éduquer et de comprendre qu'ensemble, on peut arriver à trouver des solutions à la fois endogènes mais davantage exogènes avec leur apport. Mais surtout, en écoutant l'émission d'hier, j'ai suivi surtout le docteur Mathurin Pekniemp de Liège, qui a résolu un problème qui est en train de naître au sein des familles, le problème de la distanciation à l'intérieur du couple. Où il disait que non, à l'intérieur du couple, il n'y a pas de distanciation, on ne peut pas respecter cette distanciation. Mais à côté de ça, il prévenait justement le monde et les Camerounais que le coronavirus serait forcément à l'origine d'un boom des naissances. Et qu'il fallait justement qu'on commence à se préparer voilà. Donc ce sont toujours des enseignements qui sont de nature ça peut être que c'est la blague, mais ce sont des problèmes existentiels. Est-ce qu'il faudrait qu'au sortir d'ici, on commence à se préparer à avoir un boom des naissances? Voilà, direction Lomé au Togo. On nous attend le professeur Didier Koumavi Ekwevi. Voilà, j'y arrive. Bonsoir docteur, bonsoir professeur, vous êtes médecin épidémiologiste, chef du département santé publique à l'université de Lomé au Togo. Bonsoir professeur. Bonsoir Serge Alain, bonsoir chers téléspectateurs. Voilà, je l'ai dit, vous êtes le chef du département santé publique à l'université de Lomé au Togo. Professeur, dites-nous quelle est la situation aujourd'hui? Que vous allez prendre la parole, quelle est la situation Covid-19 au Togo? La situation, elle est la suivante. Donc, nous avons eu le premier cas confirmé au Togo le 5 mars 2020. Et donc, aujourd'hui, à la date du 8 avril 2020, nous avons 70 cas confirmés, et 23 cas guéris et malheureusement 3 décès. Et si on prend l'ensemble des régions sanitaires du Togo, il y a 4 régions sanitaires qui sont touchées sur les 6 régions sanitaires que compte le Togo. Donc pour résumer, c'est 70 cas et nous sommes actuellement à la phase ascendante de l'épidémie que nous essayons de suivre le jour le jour. Voilà, professeur, comment sont gérés ces 23, non vous avez dit 70 cas, comment ils sont gérés au Togo? Il y a des établissements payés spécifiquement pour les accueillir? Donc, au Togo, ce qui est préconisé actuellement, c'est que nous avons un centre, qui est le centre hospitalier régional de Lomé Commune, qui a été dédié pour accueillir tous les patients qui sont des cas confirmés. Mais on a également retenu des hôtels pour accueillir depuis 2-3 jours les cas asymptomatiques, donc les cas qui sont asymptomatiques, qui ne présentent aucune manifestation clinique. Ces cas sont hospitalisés là-bas. Et enfin, il y a quelques voyageurs et puis également quelques cas contacts dont le suivi est difficile qui sont également hébergés dans un autre hôtel. Quant à l'intérieur, nous avons essayé, sur recommandation du ministre, d'avoir des centres d'isolement à l'intérieur du pays. Voilà comment gérer les différents cas que nous avons au Togo. Professeur, est-ce que vous avez une idée de la période à laquelle vous pourriez atteindre le pic du Covid au Togo?
Donc, ce qui est difficile dans l'estimation du pic, c'est que ce pic peut survenir en fonction des différentes mesures qui sont proposées. Comme les mesures ont été faites au pas par pas, il est très difficile de prévoir le pic exactement. Nous avons besoin d'avoir quelques données de modélisation, mais on sait généralement que lorsqu'on met en place des mesures de confinement, le pic va survenir autour de 15-12 jours. Il y a quelques modèles qui ont été proposés par des partenaires universitaires, mais il faut prendre tous ces modèles avec beaucoup d'attention parce que dans un modèle, c'est basé sur des hypothèses et en réalité, la vérité, personne ne le sait, ce sont que des projections. Donc, je ne pourrais pas aujourd'hui vous annoncer exactement quand est-ce que le pic va survenir, mais ce qui est sûr, c'est que nous suivrons l'épidémie le jour et que pour le moment, nous sommes dans la première partie de l'épidémie, qui est la phase ascendante de l'épidémie. Ok, je reviens à vous tout à l'heure, professeur. Raphaël Ndougou, le professeur dit le 5 mars, c'est le premier cas là-bas, 5 mars 2020, aujourd'hui 8 avril, ils sont à 70 cas, 23 guéris, 3 décès. Le Cameroun, c'est à peu près à la même période aussi, hein, début mars. Oui, et lorsque vous voyez, nous sommes à 685 cas. Pour 60 oui, guéris ouais. Et 9. Oui, 9 décès. 9 décès, oui. On est allé vite chez nous. Et puis, la réponse est celle que nous connaissons tous. Peut-être que le Togo avait fermé ses frontières avant, mais il se trouve quand même que nous, on l'a fait un peu en retard. Donc, on peut comprendre que ceux des Camerounais vivant à l'extérieur qui rentraient dans leur pays ou même qui sont allés à une mission sont revenus et peut-être ne sont pas allés se faire tester. À ce niveau-là, on peut comprendre pourquoi est-ce que le Cameroun est allé vite sur ces chiffres-là. Voilà, il y a ce problème. On parlait des centres. Douala, il y a l'hôpital général de Douala qui, d'après la note de son directeur, est le seul service de réanimation, le service de réanimation de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala a été réquisitionné pour la prise en charge des cas graves de Covid pour la ville de Douala. Mais il y a un autre problème, Eric Pépin-Bikaï, c'est les petits centres. Vous avez Kololone, vous avez Lokbaba, Bonamoussadi aussi. Voilà. Non, pour le cas de Lokbaba, avant d'entrer dans ce studio, j'ai vu un communiqué de son directeur qui annonçait solennellement au public que le centre de Lokbaba n'a finalement pas été retenu comme centre de traitement du Covid-19. Et justement, il demandait au personnel de vaquer convenablement à leurs occupations professionnelles et en appeler la population à venir se faire consulter. Mais il faut noter qu'avant d'entrer également dans ce studio, j'ai reçu plusieurs coups de fil des habitants du quartier Kololone qui sont mécontents, Casse à la femme, qui sont mécontents par rapport au choix porté à leur centre, leur petit centre qui est à l'intérieur de leur quartier. Puis le monsieur qui m'a appelé, un certain monsieur Mbango, que je cite ici parce que c'était pas un appel anonyme, c'était un appel de détresse. Il disait que le centre de santé de Kololone est logé ou alors est localisé dans un endroit d'une très grande agglomération populaire avec des activités et des habitations. Donc pour eux, déjà que cette maladie est en train de créer une psychose au sein de la population africaine, au vu de ce qui vient des médias occidentaux, toute la population a peur d'affronter cette maladie, qu'on soit jeune, moins jeune ou personne âgée. Et le fait que Kololone aujourd'hui soit choisi pour eux signifie forcément que Kololone peut être un foyer de contamination au lieu d'être un foyer d'éradication de la maladie. Oui. Donc, ils sont mécontents par rapport à ce choix et ils voulaient justement que leur centre de santé ne soit pas porté parmi les centres de santé dédiés au traitement des malades Covid-19 dans la ville de Douala. Nous revenons forcément tout au long de cette émission-ci pour proposer d'autres mesures, d'autres propositions alternatives par rapport à cette mesure-là. Parce qu'il faut le dire, le professeur l'a dit tout à l'heure, que chez eux, ils ont essayé de créer ce qu'on appelle des centres d'isolement à l'intérieur du pays. Pas forcément à l'intérieur des grandes agglomérations. Mais ici, chez nous, on a comme l'impression qu'on ne met pas ce facteur au devant de la scène. Il faut bien qu'on soit capable de géolocaliser un point de traitement qui protège la population.
puisque peut-être compte tenu des éléments de propagation de cette maladie, la distance d'un mètre, il est fort probable que si le centre est choisi à l'intérieur des grandes agglomérations, que ce centre devient plutôt un centre de propagation de la maladie. Surtout un quartier comme Kololoun, Kassalafam, avec tout ça bouge, il y a le marché central à côté. La prison de New Bell, étant donné que même au niveau de la prison aujourd'hui, les experts sont en train de réfléchir comment décongestionner les prisons par rapport à la propagation de ce virus. Donc, le centre de Kololoun ne semble pas satisfaire aux attentes des populations qui habitent cette zone-là. Mais de manière géographique, la géolocalisation de ce centre-là par rapport à la lutte contre la maladie, pour ma part, je pense que les critères n'ont pas été respectés. Voilà, direction Stockholm en Suède, où nous attend le docteur Shea Karl-Hans. Bonsoir docteur, il s'exprime en anglais. Hein. Vous êtes immunovirologue, chercheur au Karolinska Institute of Stockholm. Good evening. Yeah, good evening, and Serge, and thank you for having me. Voilà, dites-nous la situation en un pays comme la Suède. On n'entend pas beaucoup parler. Quelle est la situation du Covid aujourd'hui, là-bas chez vous? Well, here in Sweden, we have almost 7,600 cases at the moment. And we have registered 500 and almost 600 600 deaths. And in Sweden at the moment, there is an average of 40 people dying every day from the coronavirus. And there are about 640 people that have gone through the intensive care. That means they have really been critically ill and have gone through the intensive care. Voilà, Dr Shea, qu'est-ce qui peut donc expliquer cette, lorsque on compare avec la France, l'Espagne, l'Italie, qu'est-ce qui explique que la Suède soit un peu en dessous? Quelles sont les mesures que vous avez prises là-bas? Yeah, you know, here in Sweden, I want to be clear here that this is something that's never happened before, and so everybody's trying to have different approaches that people deal with, and based on your resources. So, to be candid with you, Sweden has been a bit different in the way they are handling their situation compared to their neighbors, especially Denmark and Norway. The Swedish government has actually given the responsibility to the people to actually take good care of themselves. So there's nothing like some very strict, firm rules to follow. The only rules that the Swedish government has implemented is that you shouldn't be out in a place where there are more than 50 people, and they have banned that you cannot visit these homes that old people live. You know, here in Sweden, when you get old, you can move into a home where you are taken care of, and so you cannot visit those places. And also that even you have a family member who is in a hospital, who is sick of cancer, who is sick of or just malaria, for example. Okay, we don't have malaria here, but if you have anybody in hospital, you cannot visit them. So otherwise, the rules about staying at home if you are feeling sick, don't go into public places, maintain social distancing. And also that all those rules are like recommendations by the state. So they are recommending that you should do that. At the moment, the Swedish government have also seek extra powers from the parliament to be able to enforce certain rules that they don't need to go through several debates because there's no time to waste. So now they are going to get the power to be able to enforce stronger rules if they see that the situation is getting more terrible. For example, closing down shopping malls or closing down restaurants and all that. The schools are open from kindergarten right up to primary school, but they have closed down the upper secondary schools and universities so that they can study from home because they are capable of studying from home. Otherwise, according to the situation, the Swedish government is more liberal in terms of controlling this pandemic than the rest of Europe, I think so.
Docteur Che, le port du masque n'est pas obligatoire là-bas? No, you don't have to be, it's not obligatory, but because at the moment there's a lot of contradiction, about if you can use the mask or not. Because, okay, now the healthcare of workers are really obligated to have the mask because they need to protect themselves. But if you are a healthy person, so there's no an obligation that you have to put on the mask yet. If you go down the streets of Stockholm, you see people putting on masks, some don't. So it depends on what you think and what you want to do. So it's not like a law that you have to do it. Voilà, Dr. Che, ce qu'on retient, c'est que le gouvernement n'a pas besoin de mettre un gendarme derrière chaque Suédois. C'est l'autodiscipline, en fait, qui est à l'origine de ce que vous avez là-bas. Yes. Voilà, on revient à vous, Dr. Che. Voilà, vous avez suivi ce qui se passe en Suède. Voilà. Oui, c'est assez curieux, mais moi je ne suis pas surpris parce que je suis un peu l'actualité de ce côté-là. Vous savez que la Suède fait partie des pays scandinaves où le niveau de vie est relativement élevé. On se focalise sur l'indice de développement humain qui est noté de 0 à 1. Donc vous verrez que la plupart des pays scandinaves ont un indice de développement humain largement au-dessus de 0,900. Et la Suède est l'un des rares pays. C'est vrai que ces derniers jours-ci, ils ont enregistré plusieurs morts, notamment la journée d'hier où on a enregistré à peu près 100 morts. À peu près. Bon, mais il faut également noter que c'est un pays discipliné. Depuis la nuit des temps, ils n'ont pas toujours eu besoin de mettre toutes les populations dans un état de psychose pour pouvoir faire passer un certain nombre de succès par rapport à leur environnement social. Donc la Suède, c'est un modèle en Europe, c'est un modèle dans le monde en termes de vie. Et puis ce qui se passe dans leur pays présage au moins que les autorités là-bas ont mis l'accent pendant très longtemps sur l'éducation individuelle. Et on le montre généralement, c'est un modèle en Europe. Ils n'ont pas eu besoin d'avoir des mesures contraignantes, de pouvoir confiner la population. Tout ce qu'ils ont dit aux populations, c'est que voilà une maladie qui arrive. Elle arrive parce que les hommes voyagent et les hommes les apportent sur le territoire. Donc, on en appelle aux uns aux autres à s'autodiscipliner. Aujourd'hui, ils ont des meilleurs résultats. Ils ont le taux de natalité le plus faible de l'Europe, pratiquement. Ok. Raphaël Ndougou, Eric Pepin-Bika, il parlait du problème de casse à la femme, Kololone et tout ça. Vous, que se passe-t-il à Lokbaba, l'hôpital de Lokbaba? Oui, c'est un peu gênant parce que je vais revenir au moment où cette pandémie est arrivée au Cameroun, où on comptait 2 cas. Et sur ce même plateau, il y a des panélistes qui disaient que le ministre Manaoud a été abandonné à lui-même et il travaillait seul. Vous pensez que en ce moment-là, je me suis dit non, le gouvernement, c'est dans l'ensemble. Vous pensez qu'aujourd'hui, on l'accompagne? Aujourd'hui, là, je suis donc d'accord au regard de ce qui se passe à Lokbaba et des autres hôpitaux qui ont été cités ici tout à l'heure. Tout pour la simple raison que, autrefois, c'est le gouverneur qui était le coordinateur de cette affaire-là. C'est-à-dire que lorsque les hôpitaux de Douala avaient été désignés, en dehors de l'hôpital La Quintini qui était là connu, c'était le gouverneur qui était le coordinateur. Maintenant, coordinateur régional. Maintenant, vous voyez que c'est la note est tombée aujourd'hui. Peut-être parce que les gens se sont levés, ils ont écrit au ministre pour dire que ça crée, et cela a créé la psychose, notamment à Lokbaba. Parce que les malades ont été sortis de l'hôpital. Et Dieu seul sait que là-bas, il y avait des maladies qui nécessitent la prise en charge des spécialistes. Si quelqu'un a l'infection pulmonaire et tuberculeux, comme on dit, il faut bien que ce soit un spécialiste qui le suive tranquillement. Donc, ces gens-là avaient été sortis de l'hôpital et quand la note la tombe, est-ce que vous pensez réellement que quelqu'un qui était dans cet hôpital a les mêmes informations ou bien est sûr qu'aucun malade ou alors aucun suspect du Covid-19 n'y a séjourné? Cela nous amène encore à appeler quand même, à attirer l'attention de nos autorités que quand il y a une situation comme celle-ci, il faut bien que les gens travaillent en synergie et que le travail soit bien fait. Vous voyez, M. Manaouda, il n'y a pas un seul jour qui ne fait pas au moins 2 tweets. Or, pour le cas de Lokbaba, vous avez les problèmes des jeunes médecins qui ne sont même pas encore contractualisés.
Ça dit que même des infirmiers qui n'ont pas encore de contrat avec le hôpital, tout le monde a pris peur. Qu'est-ce qu'il va falloir faire maintenant? Il va peut-être falloir que le directeur de cet hôpital-là peut-être vienne dans ce studio pour informer les camarades. Mais il a sorti un communiqué, non, pour rassurer. Le communiqué, oui, mais ce n'est pas suffisant parce que vous ne pouvez pas imaginer. Et l'hôpital Lobaba se trouve, je crois, à Douala 3e. Oui, Douala 3e. Et Douala 3e est tout ce qu'on sait. Donc, vous voyez que cela ne peut pas rassurer les populations pour le simple communiqué. Maintenant, il y a un autre problème sur le choix. Vous avez par exemple l'hôpital régional annexe d'EDA. Là-bas, il y a peu de malades. Ça dit que c'est pour ça que j'ai parlé de synergie tout à l'heure, parce qu'en réalité... Et ça se trouve pas annexe DDA, c'est pas en pleine agglomération? Non, c'est un peu retiré. C'est retiré de la ville de DDA. Pas si retiré que ça. Voilà, est-ce que ça va pas poser un autre problème? Centre administratif. C'est-à-dire, on a le tribunal, on a les services. Est-ce que là, ça pose pas problème? Non, ça pose un problème. Ça peut poser un problème, mais la population de DDA n'est pas seule de Douala. Vous avez cité tout à l'heure le cas de Kololoun et ses environs. Mais vous vous rendez compte que à aider au moins... Non, toutes les populations sont exposées. Vous avez suivi le ministre vous dire ici que on a réquisitionné le palais des sports. Le palais des sports à Yaoundé également se trouve au centre-ville. Mais au moins, là, il y a peu de fréquentation. Voilà. Vous voyez ce qui... Pour le test. Pour les populations de Lobaba ou de Douala 3e en ce moment, il y a cette psychose-là. Il y a même la psychose dans la tête des spécialistes, dans la tête des infirmiers. Il va falloir qu'on remette ça sur la table. Mais la préoccupation qui est la nôtre ici, c'est qu'il faut bien que les gens travaillent ensemble. Si les gens ne travaillent pas ensemble, il n'y aura pas d'efficacité. Nous ne sommes pas ici pour donner des leçons, mais nous constatons juste que ici, ça ne marche pas. Parce que de toutes les façons, vous voyez que le ministre qui court à gauche et à droite est obligé de venir sortir la note parce qu'il a suivi les informations venant de Douala qui la marche à gauche. Maintenant, le problème de Lobaba a été résolu via cette note. Maintenant, il y a maintenant Boula Moussa dit. Quand on sait également que du côté de Boula Moussa dit, on a perdu tout un médecin là-bas. Donc vous voyez donc tout cela. Et il faut dire aux Camerounais que la maladie, c'est en question, n'est pas forcément une maladie qui conduit à la mort. Parce que c'est ce que les Camerounais ont dans la tête. Que, monsieur Mikaï je ne peux même plus m'approcher de lui. Non, c'est vrai qu'il doit rester en quarantaine, mais il reste aidement mon frère. Il n'est pas question de quoi que dès qu'on est atteint, on est tout de suite conduit au cimetière. Donc je crois que, ici pour chuter d'ailleurs, je crois que ce qu'il y a de faire dans l'avenir concernant nos dirigeants, surtout quand il s'agit d'une situation d'urgence, véritablement, il faut travailler ensemble, en synergie, pour qu'on évite ce genre de choses. Parce qu'on a des hôpitaux, il faut maintenant qu'on repart dans les mêmes canaux pour expliquer que non, ces hôpitaux-là, certains ont été retenus, d'autres non. Sinon, les Camerounais n'auront que nos hôpitaux. Oui, rapidement. Je voulais dire que le cas de l'hôpital Le Waba est très particulier, spécifique. Déjà, c'est un hôpital de district. Donc ça dit que quand on fait la catégorisation, c'est un hôpital de 3e catégorie, qui a d'autres centres qui dépendent de lui, notamment les CMA et les centres, les centres intégrés. Voilà. Donc, et Dogaba est localisé au niveau de la capitale de Douala 3e. Donc là où est consacré l'ensemble des administrations. Il y a la mairie qui est installée, la sous-préfecture qui est installée, un commissariat qui est installé, les inspections de l'éducation qui y sont installées et les logements de fonction de l'ensemble de ces fonctionnaires-là. Vous voyez un peu le nombre de personnes qui y vont chaque jour pour pouvoir faire signer un papier ou essayer de déposer une plainte ou alors être écouté. Donc ça crée véritablement une véritable psychose. Okay. Le fait que le Waba a été choisi comme centre de traitement du Covid-19. C'est vrai, il y a aujourd'hui des efforts à faire. Le Covid-19 n'est pas une maladie mortelle. Il y a des maladies qui tuent plus que cette maladie depuis le paludisme. Par exemple, ces statistiques caracoles sont au-delà de ce que le Covid-19 est en train de produire en quelques jours. Mais il faudrait que les autorités comprennent que la lutte contre cette maladie réside sur deux choses. La sécurité et la sûreté. Donc le choix des sites doit être proportionnel au fait que ces choix garantissent ces deux éléments, que les malades seront en sécurité et que la pandémie y sera combattue de manière sûre, dans un cadre de sûreté. Donc, ici, ce sont des grands espaces qui devraient être sollicités. Parce qu'on a également hérité d'une ville qui a été mal urbanisée. C'est-à-dire qu'on a une urbanisation beaucoup plus anarchique. C'est-à-dire l'anarchie côtoie le structurel. Peut-être le structurel, c'est peut-être 10 à 15% d'aménagement territorial et l'anarchie occupe à peu près 85%. Donc, ça veut dire que la constatation est forte
dans la plupart des lieux d'habitation de la ville de Douala. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des zones de grand espace. Il y a l'aéroport, il y a des pistes à l'aéroport qu'on n'utilise pas. Oui, surtout l'ancien aéroport. Voilà, on peut construire des tentes là-bas et y loger. Les hôpitaux de campagne. Voilà, et y loger les malades. Ça permet de faire en sorte que la maladie soit contenue dans un cadre de sécurité et dans un cadre de sécurité pour la population. Parce que seuls les experts mandatés doivent avoir accès à ces espaces-là. Donc il est inadmissible de faire le choix des hôpitaux qui sont même déjà bondés. Parce que ces hôpitaux, le Baba Bonamus a dit parmi eux sont des hôpitaux qui débordent par jour en termes de consultation. Maintenant, si on demande aux malades qui ont peut-être leurs amitiés, leurs médecins à l'Ogbaba d'aller se battre en Nilong, vous voyez qu'on est en train de désociabiliser le malade. Et l'élément de guérison d'un malade, c'est sa sociabilisation, le contact avec son médecin. Donc c'est un pan qu'on a forcément en train de détruire et forcément exposer le malade à d'autres pathologies. Donc vivement que les autorités comprennent cela et essaient de faire des choix plus appropriés qui respectent un certain nombre un certain canot et puis des normes en termes de traitement de cette pandémie. Voilà, direction Lomé où nous attend le professeur Didier Koumavi Akwevi. Professeur, vous avez parlé de 70 cas, 23 guéris contre 3 décès. Est-ce que pour vous, c'est le fait que le Togo ait pris la mesure de la chose un peu plus tôt? C'est ça qui est à l'origine de ce faible score, entre guillemets? Il y a probablement deux hypothèses. Hein. La première hypothèse, c'est ce que nous voyons, c'est la face visible de l'iceberg. Hein. Oui. Et on ne sait pas aujourd'hui exactement le nombre de personnes qui sont réellement infectées. Mais nous suivons effectivement les statistiques. Il y a un suivi sérieux régulier qui est fait, c'est-à-dire qu'on arrive à identifier tous les contacts, tous les cas suspects et faire un dépistage systématique de ces contacts et de ces suspects. C'est pour cela que, au cours de cette dernière semaine, il y a eu une augmentation du nombre de cas puisqu'on était à 40 il y a une semaine et nous sommes aujourd'hui à 70, c'est-à-dire qu'on a essayé d'intensifier le dépistage. Nous avons décidé de faire ce qu'on appelle une stratégie qui a avancé. Avant, il y avait un seul centre de prélèvement. Maintenant, on a multiplié les centres de prélèvement pour avoir dans Lomé au moins 5 centres de prélèvement, qui est une stratégie un peu avancée. Les mesures probablement ont dû jouer un rôle. Il y a une sensibilisation intense et soutenue de la population et je pense qu'il faut continuer dans cette discipline pour pouvoir lutter efficacement contre cette pandémie. Voilà, professeur, l'utilisation du masque là-bas, comment ça se gère? Le port des masques, est-ce qu'il y a des tests massifs à grande échelle? Pour le masque, c'est que ce qui est préconisé actuellement, il n'y a pas encore de recommandation pour l'utilisation universelle, mais c'est fortement encouragé. Encouragé pour plusieurs raisons, parce que non seulement le port de masque ferait beaucoup plus de bien que de mal. Ça permet également que ce soit le masque en tissu, hein, ça permet également d'éviter de toucher cette fameuse zone en T, qui est de toucher le nez et la bouche. Donc pour nous, aujourd'hui, nous tendons vers le port universel de masque, même si ce n'est pas une recommandation, même s'il y a des contradictions ou bien des données contradictoires par rapport à son utilisation. Nous, au niveau de l'université, nous allons lancer bientôt un appel pour le port systématique de masque parce que nous pensons que ça ferait plus de bien que de mal pour la population. Professeur, vous parlez de l'université, les cours continuent là-bas? L'université de Lomé? Non, les cours ne continuent pas, mais le 30 mars dernier, le président de l'université a réuni un certain nombre d'experts pour pouvoir proposer une stratégie de riposte. C'est-à-dire l'idée ici, c'est de voir comment ensemble, avec les tradithérapeutes, avec les spécialistes de la botanique, on pourrait trouver une solution à l'africaine. Et donc, il y a une commission ad hoc qui a été créée au sein de l'université et les réflexions sont menées au sein de l'université pour trouver une solution à l'africaine face à cette pandémie. Voilà, professeur, on va dire comme ça à mi-parcours, est-ce que les mesures préconisées par le gouvernement togolais vous paraissent efficaces jusqu'ici, au regard des statistiques? Non, au regard des statistiques, c'est ce que je répète de tous les jours à mes étudiants, que dans la gestion d'une épidémie, il n'y a pas de bonnes décisions, il n'y a pas de mauvaises décisions, il y a des décisions. Et de ces décisions, il faut les appliquer et la population doit les respecter.
Donc pour le moment, nous aurons le temps après de voir si ces mesures sont efficaces ou pas. Deuxièmement, nous avons très peu de recul pour évaluer l'impact de ces différentes mesures. Cela suppose qu'on avait des indicateurs au début et puis après des indicateurs à mi-parcours qu'on pourrait éventuellement évaluer. Pour le moment, à 1 mois, il est trop tôt de pouvoir dire si ces mesures sont efficaces, mais nous suivons. Il n'y a pas une augmentation exponentielle. Nous avons 1, 2, 3 cas chaque jour, sauf ces derniers temps où nous avons renforcé le dépistage avec un nombre de 7 à 8 cas qui ont été dépistés. Voilà, merci professeur, on revient à vous dans un instant. Je vous vois prendre beaucoup de notes là. C'est quoi, le cas togolais vous inspire? Oui. Moi, je voudrais même d'ailleurs féliciter le professeur Koumavi. Et puis le professeur Koumavi qui nous a donné cette information concernant le port des masques en tissu. Cela veut dire quoi? Oui, cela veut dire quoi? Cela veut dire que les Togolais, couturiers et couturières, peuvent tirer quand même les épingle du jeu, puisque aujourd'hui, les activités sont en baisse dans des pays de la sous-région. Donc, on n'a plus besoin de commander les masques que nous avons là au quotidien. Mais les Camerounais se sont mis, on rencontre maintenant des masques en tissu un peu partout. Selon des informations que nous avons, à l'exemple du directeur général du port de Douala, il a commandé 3000 masques à une technicienne de surface qui parallèlement est couturière. Oui. Et cette dernière avait cousu quelques masques qu'elle a vendus à certains de ses collaborateurs. Lorsqu'il a vu, il a été émerveillé. Il a dit, elle a demandé à cette dame comment est-ce qu'elle fait. La dame a expliqué. Il a ordonné que la dame fabrique, si vous voulez, 3000 masques pour le personnel du port de Douala. Et d'autres structures peuvent également emboîter le pas. Puisque le ministre des Transports a sorti une note indiquant que à partir d'aujourd'hui, tout transport interurbain ou interurbain, tout chauffeur et les passagers doivent abolir des masques. Maintenant, nous savons que ces masques que nous avons au quotidien là, c'est des masques qui viennent d'ailleurs. Or, on peut faire, et vous savez, en Afrique de l'Ouest, ils sont très avancés sur nos textiles. Oui, donc, on peut exactement copier cela, puisqu'il y a déjà des Camerounais qui ont commencé quand même. On a quand même la SICAM ici qui peut donner les pains, quel que soit le pain, pour que ce soit à moins de coût. Ça peut coûter 500 francs, ça peut coûter un peu moins, mais pour que chacun mette le masque. Ça me renvoie à ce que vous avez dit tout à l'heure. Concernant la synergie, quand le ministre du Transport le dit, il le dit, est-ce que les autres ministres ne peuvent pas emboîter ou pas? Ou alors, prendre l'arrêté du Premier ministre demandant à tout Camerounais de porter le masque au sortir de sa maison. Parce que ça réduit quand même le taux de contamination. Le ministre Mandaouda le dit depuis. Oui, mais sauf que quand on sort de la maison, nous avons l'impression que c'est chacun qui fait à son petit niveau. Or, c'est une affaire du peuple, de tout le peuple camerounais. Et il va falloir que les gens, comme je l'ai dit, travaillent en synergie. Il ne s'agit pas d'un one-man show, comme on dit au quartier. Mais il s'agit de la suivi des populations. À ce niveau-là, il n'est pas question de croire que, comme tu l'as dit comme ça, là, nous tous on croise les bras. Ça devrait être systématique. Pour la simple raison que, quand nous parlons là, vous voyez depuis un moment, vous avez non seulement adapté vos émissions avec le respect des précisions du gouvernement, la distanciation des personnes. Oui. Je crois qu'à ce niveau quand même, vous avez fait ces efforts-là. Pourquoi? Est-ce que vous n'avez pas besoin? Vous avez des micros là vous avez prévu pour vos invités. Mais vous avez pris les mesures, vous avez respecté les mesures gouvernementales. À ce niveau, donc, il va falloir que, dans l'ensemble du gouvernement, que tout le monde accompagne le ministre de la Santé. C'est celui qui s'occupe des questions de santé, mais c'est une affaire du peuple camerounais, des populations. Et aux populations elles-mêmes, il faut que les populations comprennent que si, dans les pays développés, dans les pays où il y a plus des industries dans le sens de la santé et tout ce que vous imaginez, et des machines appropriées, et même des moyens financiers, ça reflète le nombre de personnes que nous voyons au quotidien. Nous ne sommes pas en reste. Chacun à son petit niveau doit pouvoir faire des efforts pour construire la barrière et dire non à ce coronavirus. Mais nous disons qu'il faut que le gouvernement travaille ensemble, main dans la main, pour que cette affaire-là soit véritablement combattue et de manière en synergie.
Voilà, Eric Pépin-Bicaye. Moi, j'ai écouté le professeur togolais tout à l'heure, j'en suis ému. Et notamment, il a sa chute où il disait que dans la gestion d'une pandémie, il n'y a pas de bonnes décisions, il n'y a pas de mauvaises décisions. Il y a tout simplement... Il dit que c'est ce qu'il apprend à ses étudiants. En fait, si je souscris à ça, ça peut un peu aller aux antipodes de ce qu'il dénonçait tout à l'heure par rapport au choix de l'hôpital, au choix des hôpitaux à l'intérieur des centres urbains. Mais je reviens par rapport au respect des mesures édictées au soir du 17 mars par le gouvernement. Et là, j'ai également écouté Castaner, Christophe Castaner, c'est le ministre de l'Intérieur, où il disait qu'en frein des lois de la République n'est pas un acte héroïque. Cela peut s'avérer être un acte d'imbécilité plus tard. D'abord, on dit que tout est parti du fait que le Premier ministre a fait une adresse à la nation au soir du 17 mars et a prescrit 13 mesures. Parmi ces 13 mesures-là, le ministre également est venu en appui, sortant un certain nombre de mesures, parmi lesquelles la plupart des gens qui viendraient de l'extérieur devraient automatiquement être confinés. Vous voyez que ce vol du 17 mars au soir et du 8 mars un peu plus tôt qui est à l'origine de la situation à laquelle on se retrouve aujourd'hui. Parce qu'il s'est dit, c'est vrai quand même aujourd'hui de contamination communautaire. Lorsque la pandémie survient en Chine, les commerçants camerounais allaient toujours se ravitailler. Là, c'était encore marginal parce qu'on ne détectait pas encore les cas de Covid-19 sur le territoire. Mais tout est parti par le non-respect de l'arrêté du ministre au soir du 17 mars, demandant un confinement de 14 jours pour l'ensemble des personnes qui viendraient de l'étranger. On a même vu des diasporiens quitter de l'Europe pour venir inoculer la maladie à leurs concitoyens de manière volontaire. Comment vous le savez? Puisqu'on a vu les vidéos, quelqu'un se plaint que non, il vient d'arriver, il a la belle étoile, il devait être logé à l'hôtel et il n'a pas été logé. Comment quelqu'un qui de pays n'est pas logé? Il ne connaît même pas le nom d'un hôtel. Il revient, il exige à être logé dans un hôtel avec la climatisation. Et ça fait un problème aujourd'hui parce que ces hôtels qui ont accepté loger des gens qui étaient potentiellement malades ne peuvent plus faire le chiffre d'affaires. Moi, je ne peux pas prendre une nuitée dans un hôtel comme... C'est pas trop, je ne cite pas le nom. Mais c'est difficile psychologiquement de savoir qu'il y avait à l'intérieur de cet hôtel les confinés et moi, j'y viens être logé. Même si on a... Comment on appelle ça? Désinfecté ça sur peut-être 16 mois. C'est difficile. Donc, à partir du non-respect de cette prescription du ministre de la Santé au soir du 17 mars qui fait en sorte qu'on arrive à cette situation. Et sur ce plateau, beaucoup de nos concitoyens ont demandé à ce qu'on publie la liste de ceux qui étaient au vol, dans les vols du 17 mars. Pour que ce soit sûr. Ça n'a jamais été fait. On arrive maintenant à la situation où on ne peut même pas être capable de faire le tracking de ceux qui sont venus avec la maladie, ceux avec qui ils ont été en contact, pour essayer un peu de circonscrire les zones de contamination, afin de pouvoir juguler la propagation de ce virus. Mais nous sommes confiants et nous prions véritablement que l'ensemble des idées qui sont émises, que ce soit d'ici ou d'ailleurs, soit synthétisé et mis à l'actif de la lutte contre cette pandémie. Donc, je souscris à ce que disait Raphaël tout à l'heure. Il faut une coordination. Malaouda, c'est vrai, il se bat comme un beau diable. C'est un jeune, les dynamiques ne dort pas, mais c'est insuffisant. Et c'est suffisant, il a commencé à comprendre ça parce qu'il tenait l'ensemble des communications. Aujourd'hui, il a une directrice de la santé qui a pris le relais. Et c'est bien, parce que ça vient un peu en appui à ce qui se passe en France. On a vu par exemple le ministre de la Santé français, Véran, qui est un médecin. Oui. Mais lorsqu'il finit sa communication, il laisse place à Jérôme Salomon, qui lui est directeur de la santé. Donc c'est à lui donc maintenant que revient la responsabilité de produire à l'ensemble de la conscience française l'ensemble des statistiques liées à l'évolution ou à la diminution de la maladie. C'est formidable. C'est une organisation stratégique, mais surtout coordonnée. Ça permet à ce que la population comprenne qu'il y a les autorités qui travaillent en joint venture, en synergie, et qu'ensemble, on peut arriver à des résultats probants. Voilà, on va donc prendre la direction de l'Allemagne, où nous attend le docteur Quinquem Emmanuel. Vous êtes gynécologue à Bad Mergentheim. C'est bien cela, non loin de Stuttgart. Bonsoir, docteur. Bonsoir au studio, bonsoir à toute la population camerounaise et camerounaise. Voilà, aujourd'hui en Allemagne, quels sont les derniers chiffres de la maladie? Oui, déjà, il faut dire, d'après ce que j'ai compris aujourd'hui par les confrères, ils m'ont fait comprendre que chaque jour, il y a un nombre de plus de 3%. Chaque jour, ça augmente.
Et je dois vous dire, déjà, beaucoup de mécanismes sont mis en place pour pouvoir combattre cette pandémie. Et bon, déjà, il faut dire, pour nous, comme les gynécologues, depuis plus d'1 mois, il faut dire tous les malades qui viennent chez nous, qu'il a les symptômes ou pas. Et là, il y a d'abord ce test qu'on va faire, on appelle ça ZAR test. On fait d'abord ce test pour pouvoir enfin définitivement dire que cette personne est contaminée ou pas. Et déjà dans ma vie, il faut dire qu'il y a beaucoup de cas qu'on reçoit tous les jours. Et pour ceux qui connaissent l'Allemagne, ils vont vous dire que je suis à Caritas Krankenhaus, qui est à Bad Mergentheim, non loin de Stuttgart, disons c'est dans Baden-Württemberg. Et dans ma région, disons que c'est le seul grand hôpital qui se trouve dans ce coin. Et quand je regarde un peu la situation, je pense beaucoup d'effets et ça ne suffit pas. Et chaque fois, j'ai toujours l'habitude de regarder ce qui se passe au Cameroun, disons en Afrique et au Cameroun. Je tente à dire que peut-être ce sont des amusements. Vous ne pas vous êtes d'accord avec moi si vous avez peut-être plus de promotion. Vous avez constaté que dans un pays comme Harare, dans une place comme Harare, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont infectés. Je pense que nous sommes face à une situation où on devait oublier la politique. Ouais. On doit laisser ceux qui connaissent faire des choses. Parce qu'à l'heure où nous sommes, on peut dire que la pandémie a commencé tel jour, mais personne ne peut vous dire que ça va finir tel temps. Si vous avez un peu de mémoire qui est un peu, disons que pour le médecin, ils connaissent un peu l'histoire quand la tuberculose avait commencé. Disons dans les années 1881, et ils savent ce qui a été dit en 1945. C'était prévu qu'en 2009, la tuberculose devait être l'histoire. Mais nous sommes en 2020, il y a encore des cas. Bon, revenons à cette situation que nous avons en main, qui est une situation très inquiétante. Je peux vous dire que chez nous ici, il y a déjà beaucoup de cas, comme j'ai déjà dit avant, mais il y a beaucoup de mécanismes qui sont mis à terre. Du moment où vous avez même juste un suspect, on vous fait rester à la maison pendant 2 semaines pour pouvoir voir si les symptômes vont se produire ou pas. Et lorsque les symptômes se produisent, et dans la situation de détresse, vous allez venir et puis vous devez être suivi. Pour moi, je pense que beaucoup est fait ici et pour moi, je suis très très content avec ce qui se passe. Vous pouvez dire depuis que cette affaire a commencé dans notre l'hôpital, il y a déjà un département qui a été en fait pour palliatif, mais on a décidé de vider ce côté juste pour le malade COVID-19. Mais pour le dire vrai, dans ma vie, ce n'est pas très disons que ça ne se produit pas trop parce qu'il y a beaucoup de mécanismes qui sont mis en place comme déjà confinement. Je peux dire tout est fermé. Il y a, même si vous sortez dehors, vous ne trouvez personne. Je pense que c'est l'un des moyens plus importants. Et pour moi, je parlais hier à un confrère au Cameroun et que je lui ai dit il faut un confinement total pour minimum 1 mois. 1 mois, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous êtes à Douala, vous restez à Douala. Vous êtes à Yaoundé, vous restez à Yaoundé. Vous êtes à Douala, même à Bonamé. Ça veut dire, pendant ce 1 mois, on ne doit voir personne dehors. Sauf les infirmières pour le côté médical et ceux qui s'occupent pour le côté médical et ceux qui vont s'occuper pour la nutrition, pour l'alimentation. Je pense que c'est le seul meilleur moyen, la seule meilleure façon
de combattre cette histoire. Docteur, ce n'est pas une affaire de... Docteur Nkenkwem, on n'a pas décidé d'un confinement au Cameroun, mais c'est le port du masque qui est en passe de devenir obligatoire. Donc c'est une solution qui n'est pas efficace pour vous? Vous parlez d'un confinement d'1 mois. Minimum du masque 1 mois. Et je vous dis, parce que regardez, il ne faut pas qu'on pense ça comme des blagues. Vous serez surpris de voir que si on s'amuse dans les jours à venir, les nombres vont plutôt augmenter. 1 mois, et ça c'est que ceux qui ont le moyen devaient aider les pauvres. Ça veut dire quoi? Parce que vous allez faire 1 mois sans travailler. Vous devez manger. Ça veut dire ceux qui ont les moyens et pouvaient donner cet argent, et l'État va voir comment partager pour donner à manger aux gens pendant ces 1 mois. Et je vous assure, si on fait ça 1 mois, ça veut dire vous êtes à Douala, vous êtes à Bonapari, vous restez à Bonapari, vous ne sortez pas. Et ici chez nous, on devait vous dire que même des hôtels sont fermés. Donc ça veut dire que même des hôtels ici ne travaillent pas. Demande à ceux qui sont ici, on peut dire. Vous ne pouvez pas voyager, vous sortez, vous arrivez même à la gare, vous ne trouvez presque personne. Parce que même si vous arrivez là, vous ne va pas laver les mains, toutes les mesures qui sont mises, oui, c'est bon, ça c'est bien, c'est bon. Mais c'est le confinement 1 mois qui est quelque chose. Beaucoup, peut-être, si ils ont le moyen, ils peuvent dire que oui, on peut donner ça et comment nous allons trouver. Mais je pense que ça leur c'est que les Africains, même si on a peur de personne, on doit avoir peur de Dieu. Alors si, parce qu'il faut que, même si l'argent qui est là, on doit utiliser ça pour la population. Parce que si nous on s'amuse et on croit que c'est un truc qui est venu, qui va partir, les cas vont continuer à augmenter tous les jours. Je peux vous dire, c'était vendredi passé, je pense, parce que ce vendredi passé, j'étais à Stuttgart. Pendant que je rentrais, je me rappelle, je pense, on parlait de 99 au Cameroun. Et j'étais surpris, ça fait 3 jours, on parlait de plus de 500. Docteur Nkenkwem, on revient à vous après le journal, parce qu'il est déjà là, Cédric Noufelé. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons de la controverse autour des initiatives privées de collecte de fonds pour assister les populations démunies dans le cadre de cette riposte au Covid-19 au Cameroun. Vous verrez que le ministre de l'administration territoriale a sommé les initiateurs, notamment des leaders politiques du MRC, du PCRN, de mettre fin à leurs opérations qui n'ont pas reçu son accord préalable. En brandissant les muscles de l'État, a-t-il dissuadé les leaders du MRC et du PCRN dans leurs initiatives? Quels sont les objectifs réels de telles actions sociales? Pourquoi autant de controverses? Nous en parlerons ce soir, c'est Jalin. Nous évoquerons également le point sur l'évolution de la maladie à coronavirus au Cameroun. Des experts de santé publique constatent qu'au moins 5 régions sont déjà touchées et si rien n'est fait, presque tout le Cameroun pourrait être infecté du fait de la propagation de cette pandémie de Covid-19. Des experts de santé publique y voient de nombreux manquements dans la mise en application des mesures gouvernementales. Des propositions continuent d'être faites en ce moment même. Nous en parlerons ce soir. C'est Jalin. Et la sécurité alimentaire, en ce moment où il y a un certain confinement plus ou moins volontaire, quelle est la réalité du quotidien des Camerounais? Qu'en pense le gouvernement qui vient de produire un rapport sur la situation alimentaire au Cameroun? De nombreux points négatifs y apparaissent et le gouvernement s'en défend. Nous en parlerons ce soir. C'est Jalin. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. Dans un instant, le 20h de Cédric Noufelé. Moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief, toujours en compagnie de nos invités au Cameroun et sur un certain nombre de continents.